the Warriors back home. The Golden State Warriors are the 2017 NBA champions. Congratulations, guys. You are the NBA champions. Salut à tous, bienvenue sur Canal Plus Sport. C'est le 34e et dernier épisode de Canal NBA avec sur ce plateau François Niam et Youssef Fouldiassia. Salut à tous les deux. Salut à vous, salut à tous. Et un invité exceptionnel pour cette dernière édition de Canal NBA, l'un des joueurs majeurs des Hornets de Charlotte. Bonsoir Nicolas Batum. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, toi? Bah, écoute, pas mal. Moi, je me disais, Nicolas est tranquillement en vacances quelque part sur un jet ski, que sais-je? Eh bien, pas du tout. On n'a pas le droit au jet ski. Déjà, on n'a pas le droit au jet ski. Et vous bossez déjà pour la saison prochaine, c'est ça l'idée? Ouais, ça fait un moment déjà que j'ai appris fin avril. Ouais. Donc, je suis rentré des États-Unis dimanche dernier et j'ai enchaîné en fait mon travail en France. Ouais. Et c'est quoi le programme du coup? C'est tôt le matin, c'est de 7h à 10h. Donc, c'est beaucoup de physique et endurance et basket. Et du coup, ça fait une préparation qui est déjà très très longue avant le début de la saison, qui est quand même en fin octobre. Bon, une petite coupure en juillet quand même. Ouais. Mais oui, bah, c'est notre boulot, c'est de se maintenir. C'est ça. Ça s'appelle le métier, effectivement. Et on imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'assiduité ces finales NBA, qui étaient tard le soir, évidemment, chez nous. Ah oui, bah, j'ai juste vu le dernier match 5 la nuit à Paris. Je pense que pour les autres, j'étais aux États-Unis, mais ouais, j'ai regardé à fond les 5 matchs. À fond les 5 matchs pour donc ce trophée obtenu par les Warriors de Golden State à l'issue du 5e match. Et pour la deuxième fois en 3 ans, Golden State est sacré champion NBA. 4 victoires à 1. Cleveland aura offert une très très belle résistance, mais les Warriors de KD et Curry étaient bien plus forts. Évidemment, c'est une très très belle émotion qui s'est emparée de ces joueurs au moment de soulever le trophée Larry O'Brien. Est-ce que vous aussi, vous aviez une petite émotion au moment de voir ces images-là avec Curry et KD notamment? Une émotion, non. Non, franchement. Non, bah non. Non, mais bon, voilà, tu respectes ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont quand même eu une petite pression toute l'année parce qu'ils ont cette étiquette de favori depuis le début. Ils ne pouvaient pas perdre. Donc c'était une sorte de pression quand même qu'ils avaient. Et ils ont fait le boulot jusqu'au bout et bravo à eux. Bravo à ces Warriors qui se sont évidemment offert une parade dans les rues d'Auckland. C'est la tradition au sommet d'un autobus à Impérial. Oui, monsieur Draymond, monsieur Steph Curry avec le trophée. Ils ont défilé devant des centaines de milliers de supporters de Golden State pour ensuite rejoindre une scène installée en face de la baie de San Francisco. Et oui, au micro, certains joueurs comme Draymond Green par exemple n'ont pas hésité à chambrer LeBron James. Voilà, c'était sous un soleil radieux dans cette belle ville d'Auckland, sur la baie de San Francisco. Et la caméra, bien sûr, portée par les joueurs des Golden State Warriors. Avec, pendant ce temps-là, une petite image qui a été postée par LeBron James, qui lui, donc pendant que les Warriors étaient en train de défiler à Auckland, était à la salle de gym. Écoutez. Hit the rolling stone with the rolling on. Jag portfolio. Bon, bah alors lui aussi il s'entraîne, manifestement. Lui aussi il bosse déjà, mais il a déjà la hargne. Hein. Vous êtes comme ça dans la salle de muscu, non? Je suis pas comme ça du tout. Ouais. On attend le selfie avec le popopo. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas? Pas là maintenant, d'accord. En tout cas, il est déjà revanchard, incroyable. Bah oui, c'est pour ça qu'il est le meilleur. Qu'il est le meilleur, mais il n'est pas champion NBA, effectivement. On va regarder le sommaire de cette dernière édition de Canal NBA, signé Nils Onimus. Le titre est de retour dans la baie. Les Warriors ont conclu en beauté une saison où tout leur a souri. De la joie, des sourires et du champagne. Retour sur une soirée de fête à l'Oracle Arena. Pas de surprise pour le titre de MVP des finales. Kevin Durant a fait étalage de tout son talent pour décrocher sa première bague. Coup double donc pour KD dès sa première saison en Californie. Des finales de mammouth, mais un LeBron James qui repart bredouille. À la clé, c'est un 5e échec en 8 finales disputées. Zoom sur les performances de King James et sur l'histoire d'amour qui le lie à Akron.
Et juste après cette édition de Canal NBA, on va continuer à parler basket sur cette antenne avec notre série Droit dans les yeux. Vous pourrez découvrir un long entretien avec Gorgui Dieng, le pivot sénégalais des Wolves de Minnesota, qui répond aux questions d'un certain Youssef Ouldi-Assia. Vous voyez ici à l'écran, Youssef, c'était à Dakar, c'est ça? Ouais, il y a quelques jours. À Dakar, il y a 3 semaines environ. Gorgui Dieng qui s'est livré comme jamais, donc bien entendu, je vous invite à bien regarder ces droits dans les yeux. Il n'y a rien de tel que l'autopromotion, mon cher Youssef. Mais il faut en faire, bien sûr. Et on revient en finale NBA à ce sacre des Warriors. Voici un petit film du match 5. Celui du titre, c'était lundi à Auckland, à l'Oracle Arena. Losing games, just not finishing your job can be looked at as a failure, but it's always about how you bounce back. All the greatest players always bounce back and figure out a way and get better. You prepare your whole life to be able to perform and play at an incredible level. It takes just a fight and a will to try to compete for championships. It's an experience that's unlike any other in our game. You got to be resilient because you never know how a series can go. It's how you mentally stay strong throughout that defines you. The NBA Finals return to Oakland, and the storyline is simple. If the Warriors win, they'll celebrate a championship on their home floor. Game 5, NBA Finals. Let's see what happens, baby. Two great teams clashing tonight. You know, the Warriors at home, they're a different beast, so we got to have a great mentality and hit first. We're right where we need to be, but we've got to take advantage of it. The aggressive nature that we bring is going to lead to the speed and the force that we have to bring to close this series out. Same way, man. We know what the mission is. We go together on 3. 1, 2, 3, together. Let's go. Curry with the ball in the front court. Kyrie Irving, a steal of Curry. Irving down court has Draymond Green to beat. Irving into the forecourt, kicks it to the basket, puts it up and puts it in. Oh my word, what a play by Irving. And now LeBron picks up the inbound pass. James on a bad pass to steal. Goes up and under and backs it home. Yes, sir, play! Yes, sir, play! Yes, sir! 9-0 run for Cleveland. Steve Kerr can't believe it and calls a timeout. Good energy, good focus now. Let's go. Keep fighting. It's all going to go our way. Keep fighting. Here comes Darren Williams, pushing it up the floor, finds James. LeBron to the basket. Oh, he throws it down over Kevin Durant to give the Cavaliers a 41-33 lead. This is the start you want offensively if you're the Cavs. Irving goes to Iguodala, gets in the paint, trying to spin and lost it. Iguodala pushing. Down the lane, Andre to the rim with a right hand. They're in a flow right now. Watch out here now. Here's Curry, a floater from 14. He buries it. Warriors making a statement. They're not going anywhere. Keep our hands. Come on. We're in great shape, right? We're making some shots. Stay with it. Possession by possession. Rebound Curry. Ripped it away. Come on up. Dribbles by Love. Comes middle. Finds an open Durant. It's on the way. Good. Kevin Durant with another 3 of the Warriors lead by 15. Here go, Andre. Great half. Go, Clay. Great half. Good job. Way to stay with it, all right? Way to stay with it. Keep playing with pace. Take good shots, all right? We got to take good shots. Got to take care of the basketball. James finds Irving, left-handed once again off the glass. He is getting going. He's got 22, and the Warrior lead down to 7. Keep attacking. 3:40 left in the third. James sets up from the right wing. Now accelerates on Durant. Flips it to the rim. A one-handed jam. Cleveland will not go away, trying to force a game 6. Hey, they're going to make some runs. Stay poised. Execute every play over and over again. Back out to McCall. The rookie finds Durant, steps back for 3. Puts it in! Kevin Durant again! Go get him, JD! Durant getting by Carver all the way to the rim, lays it in, and it's a 12-point Warrior lead. Another electrifying performance from Kevin Durant. 39
points, and they're starting to celebrate here at Oracle Arena. Curry guarded by Irving. Listen to the roar here at Oracle. Curry sticks a three in front of the Cavs bench. It's good. It's good. The road to redemption has brought the Warriors back home. The Golden State Warriors are the 2017 NBA champions. Congratulations, guys. You are the NBA champions. Love you, KD. Love you, Coach. You are an amazing player and even better person, man. Such a joy to coach you. Your Bill Russell 2017 Finals MVP, Kevin Durant. It's amazing, man. Chance, this is what we set out for. We delivered. Feels amazing. I've been dreaming of a champagne shower in the locker room for a long time. This is worth every minute of the work, the ups and downs. I'm a two-time champ. We back, baby, we back! It feels great to be a part of it, man. Signing off. Dubs had a great year. See you guys next year, man. Voilà pour cette magnifique victoire des Warriors de Golden State en 5 matchs, victoire 4-1. Est-ce que, avant le début de ces finales, vous seriez dit que ce serait aussi rapide, expéditif pour les Warriors? C'était quoi votre sentiment avant? Enfin, je peux le prouver par écrit après l'entraînement. moi, j'avais dit 4-1, KD MVP, ouais. C'était pas vrai. C'était prévisible. C'était prévisible à ce point-là. Les deux équipes avaient quand même fait carton plein dans leurs conférences respectives. Je suis d'accord, mais ils avaient ce truc en plus, cette confiance en plus, cet effectif en plus, c'était pas quasiment écrit, mais presque. En tout cas, ces Warriors ont fait le carton plein sur l'intégralité de ces playoffs. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait une saison régulière exceptionnelle. Ils ont terminé premier de la saison régulière. Donc déjà, ils étaient parfaitement lancés. Et en play-off, ils ont fait encore mieux. Ils ont été vraiment étincelants. 16 victoires, une seule défaite. Ils égalent le record du titre avec le moins de défaites. C'était détenu par les Lakers en 2001 avec Kobe et Shaq et par les Sixers en 83. Donc 16 victoires, une défaite pour être champion. Meilleure attaque, meilleure différence de points. Au niveau des passes décisives, on est près de 30 passes décisives. C'est exceptionnel. Le ballon bouge hyper bien. On va le revoir dans l'émission. Interception, pareil, très grosse défense. Et au pourcentage au tir, ils sont à 49%, donc près de 50% au shoot. C'est la continuité d'une très très belle saison et une domination. Même avec les Cavs qui ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plané sur la conférence Est, il y a un rouleau compresseur qui est enclenché. François, d'où vient pour vous cette archi-domination des Warriors sur ces playoffs? Clairement, Kevin Durant. Pour moi, les Cavs avaient l'équipe pour déranger les Warriors de l'an passé. Il y a eu l'addition d'un joueur qu'ils n'ont pas réussi à contenir. Et avec l'armada qu'ils ont à côté, c'est très, très difficile à jouer. On a vu sur un ou deux matchs, ils étaient quand même là, yeux dans les yeux, mais sur deux, trois détails, des replis défensifs manqués, des oublis, des errements, pertes de balles, rebonds offensifs qui sont laissés, ça fait mouche tout de suite de l'autre côté avec les Warriors. C'est difficile à jouer. Je vous ai vu hocher la tête. Le symbole du titre 2017, c'est effectivement Kevin Durant, selon vous? C'est le tir en match 3. De toute façon, c'est simple, le symbole de Kevin Durant, c'est que les matchs 3, c'est le match que les Cavs ne doivent absolument pas perdre. Ils sont à deux doigts de perdre, d'ailleurs. Qu'ils avaient en main. Qu'ils doivent gagner, et qu'ils avaient en main. Et ils sont à plus 6 à 2 minutes. 6, tout à fait, et là, KD met 7 points dans les 2 dernières minutes et le tir qui leur crève le cœur. Donc, à 45 secondes, quand il prend la balle et qu'il remonte le terrain, toute la terre sait qu'il va prendre ce shoot. Ce que fait LeBron en le laissant arriver sur la ligne à 3 points, en levant juste un bras, c'est inadmissible. Mais par au drive, c'est compliqué. C'est vrai que c'est préférable. C'est-à-dire que LeBron, lui, il est derrière la ligne. Ils sont à moins 2. Il va prendre un shoot à 3, il reste 40 secondes. Mais KD a cette force de pouvoir
stopper à 3 points en arrivant en dribblant comme ça, donc c'est ultra compliqué. Je suis pas sûr de qu'il aurait défendre. été très loin. Et LeBron, s'il s'avance sur KD quand il arrive, je pense qu'il drive et va soit poser un dunk, soit un panier. Ouais. Donc c'est compliqué, honnêtement. Je pense qu'il faut quand même aller chercher. Vous faites quoi, vous, Nico? Vous allez chercher il faut aller chercher, mais après, c'est facile à dire, nous, à on n'est pas dans la situation. Après, c'est vrai que KD est bon en transition pour attaquer. Peut-être qu'il ne pense pas qu'il va forcément tirer, qu'il va plutôt jouer la sécurité, mais le tir qu'il prend, il faut le prendre. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui vont prendre un truc comme ça. Bon, après, le truc, si je peux me permettre aussi, c'est que LeBron venait de faire une partie incroyable, fatigué, peut-être sur les rotules, moins de lucidité, il ne pense pas forcément à... Voilà. Ouais. Est-ce que c'est l'un des joueurs les plus difficiles à défendre? C'est le joueur le plus difficile à défendre. Enfin, KD ou LeBron? KD, parce que voilà, LeBron, lui, il est plus dans la passe en premier quand même. Ouais. Même s'il va mettre 35, 40 points. Ce qu'on lui a reproché d'ailleurs sur quelques matchs. Mais il va mettre il a mis 34 points de moyenne, je crois, sur la série. C'est comme un mec qui a essayé de passer d'abord. Un triple-double de moyenne. Et 10 passes aussi. De moyenne. Ce qui explique les passes. Mais KD, il est constamment en train de shooter. Il a tellement une palette offensive élargie, parce que c'est lui qui a la plus belle palette offensive toute la NBA. On ne sait pas ce qu'il va faire en attaque. Il va scorer d'une certaine façon, on ne sait pas comment il va le faire. Et à 2m10 quasiment. Ouais. 2m11, c'est ça? Ouais, 11, 13, ça dépend si c'est avec les chaussures ou pas. Mesurer avec les chaussures ou pas, mais c'est vrai. On va écouter le sentiment de deux autres titulaires des Warriors, Steph Curry et Draymond Green, qui sont évidemment très heureux pour leur coéquipier depuis un an. You know, we're obviously just getting started. This is, something that we want to continue to do, but for us to have these conversations that we had almost a year ago and now be in this position, worth every shot we took in practice, fighting through injuries that he had this year, and this unbelievable feeling. I'm happy for him. You got to call Kevin Durant a champ now. He's put the time in, and I'm just so happy for him to be able to realize this goal and be my teammate. I mean, he's incredible. Some of the things that he does at 7 feet is just unbelievable. And, he, like you said, he continued to do that from the beginning to the end. There he is, Finals MVP, we're world champs. It's an amazing thing. Et c'est évidemment une très très belle revanche pour Kevin Durant, qui avait eu sa chance lors des finales 2012. À l'époque, il évoluait au Thunder d'Oklahoma City, aux côtés de James Harden et Russell Westbrook. Mais le Thunder s'était arrêté face au Miami de LeBron James. Le Heat qui s'était également imposé par 4 victoires à 1. Nicolas, à l'époque, la super team, c'était le Heat de Miami. Oui, à l'époque, c'était le premier titre de LeBron. Ils étaient des petits jeunes, ils avaient 22-23 ans à l'époque. C'était une belle expérience pour lui et maintenant c'est son tour. Maintenant c'est son tour, il a enfin touché son Graal après avoir rejoint les Warriors. Il a enfin sa bague de champion avec à la clé un titre de MVP des finales indiscutable. On y revient avec Étienne Endurant. In his 10th year in the league, he's been a perennial all-star. He's been the league MVP, but he's never been the Finals MVP. Your Bill Russell 2017 Finals MVP, Kevin Durant. We did it. I told you when I was 8 years old, we did it. Yeah. Congratulations. It's interesting when you look at championship teams, each player kind of has their own story. Kevin has a very unique story. L'histoire de Kevin Durant prend un tournant très particulier l'été passé quand il décide de rejoindre Golden State. La décision la plus importante de sa carrière passe très mal dans la ligue. KD s'attire les foudres des fans, des médias et des autres joueurs. Mais qu'importe, son avenir s'écrit dans la baie, au sein d'une franchise qui vient de réaliser le meilleur bilan de toute l'histoire de la NBA. I think that was attractive to him, to be able to play with Draymond and Steph and Clay, because of the way those guys play. We have guys who are not just shooters, not just ball handlers. We kind of have a bunch of basketball players, and that's what's made our team really good the last couple of years. So to add another guy who is so talented and not just a shooter or not just a defender, he's a basketball player, and we think the style fits him perfectly. We think he suits us perfectly, and the combination of all these guys playing together should be a lot of fun to watch. À Golden State, Kevin Durant a toujours cherché à mettre ses partenaires en rythme.
Son QI basket exceptionnel lui a permis de s'intégrer dans le jeu ultra collectif des Warriors. Dans ces finales, KD n'a jamais donné l'impression de forcer, laissant le jeu venir à lui, ou mieux, en faisant briller ses coéquipiers. The toughest challenge was to come in here and see how I can help Steph get better, how I can help Clay get better, Draymond, Sean Livingston, Andre Iguodala, JaVale McGee, the whole team. Just see how I can help them get better. That was more important to me than anything. Proving haters wrong, like that's cool. That's cool for me to talk about on Instagram or Twitter, but like you don't concern me. I'm coming in and working every day, seeing how I can be the best teammate I could be, the best player I can be. You can talk about whatever you want to talk about, but nobody comes in and cares about the game or loves the game as much as I do or works as hard as I do at the basketball game. You can talk about whatever happens on outside, but inside those lines, I come to bring it every day. I work hard. I believe in myself. I believe in the game. I respect the game. I love the game. Le quadruple meilleur scoreur de la ligue a littéralement marché sur ces finales. KD est quasiment indéfendable. Il aura posé d'innombrables problèmes aux Cavs, époustouflant dans sa sélection de shoot. Cette action résume à elle seule la grandeur du nouveau MVP des finales. Il reste 50 secondes à jouer dans le Game 3. Cleveland est devant. KD est au rebond. Il remonte le terrain. Il éteint la Quicken Loans Arena. Durant for three. It's good. Kevin Durant from downtown. And Golden State takes the lead. Voilà exactement pourquoi Kevin Durant a été signé cet été par les Warriors. Car lorsque Draymond Green sort de son match, lorsque Curry ou Thompson commence à forcer et prendre des shoots compliqués, KD la faucheuse n'a aucun scrupule. On atteste ces incroyables statistiques sur ces finales. Plus de 35 points de moyenne, mais surtout une adresse folle, des chiffres ahurissants, à la mesure de son immense talent. Kevin Durant voulait s'adapter vite à l'identité Warriors. Il lui fallait pour ça mettre l'accent sur la défense. Et c'est sur cet aspect qu'il a réalisé le plus de progrès. KD a réalisé un travail considérable durant toutes ses finales. Ses 5 contres et 3 interceptions dans le Game 2 avaient fait forte impression. Durant a vite compris qu'à Golden State, une action défensive décisive peut vite être suivie d'une alerte top 10 et d'une nouvelle explosion de l'Oracle Arena. Kevin Durant a obtenu ce qu'il était venu chercher, sa première bague de champion. Les critiques, qu'elles fussent justifiées ou non, sont désormais oubliées. Car cette fois, KD, c'est bien toi le vrai MVP. Bon, Youssef, au moins en stats, ce titre de MVP est absolument incontestable. Ouais, il est incontestable. Alors, on rappelle que le titre de MVP est quasiment toujours décerné à un joueur de l'équipe qui a gagné. C'est arrivé une seule fois. C'était Jerry West. Ça aurait pu être LeBron James. Voilà, c'était à Cleveland. Voilà, et ça aurait été LeBron James. Comme il a perdu, on le donne à l'équipe qui a gagné. Et c'est vrai que quand on voit les stats de Kevin Durant et quand on voit tout ce qu'il a fait, même défensivement, ça apparaît pas forcément dans les stats. On se dit qu'il était MVP, c'était écrit. Plus de 35 points de moyenne, plus de 8 rebonds, plus de 5 passes. À 3 points, il a quasiment 50%. C'est hallucinant pour un tel niveau d'avoir dans les... Il fait mieux durant les playoffs, durant les finales, qu'en saison régulière. Il marque par exemple 8 points de plus dans ses finales NBA que lors de la saison régulière. Donc il est vraiment passé dans la stratosphère des MVP potentiels. En tout cas, il était au rendez-vous de ces finales, bien évidemment. Ce titre est incontestable, mais est-ce qu'il va suffire à éteindre les polémiques autour de Kevin Durant? Ça, c'est pas forcément sûr. En tout cas, son sponsor a très rapidement réglé ses comptes avec un clip assez réussi. Regardez. Kevin Durant's too weak to be first pick. He's a skinny teenager who'll never make it in a man's league. Soft. S-O-F-T. He has got some offensive skills, but you have to play defense. In my opinion, he's just all right. Yeah, he might drop 40, but he's not a real leader. He don't have that tenacity. He don't got that danger. Scoring title's great. MVP, big deal. Kevin Durant will sign with the Warriors. Oh, you got to be kidding me. Traitor. We gravy train. That was the weakest move ever. That's what you call loyalty? Durant out for 6 weeks. Cry, baby. The finals begin tonight. Durant's playing at a whole other level. And it's over. KD has his first NBA championship. It's in the...
Eh bien justement, on va en débattre. François Niam. Pourquoi moi? Pourquoi vous? Parce que depuis le début de la saison, vous êtes un de ceux qui disaient, voilà, vous ne comprenez pas cette décision de KD de rejoindre les Warriors. Est-ce que ce résultat-là change un petit peu votre manière de voir cette situation-là? Clairement, non. J'ai encore envie d'attendre un petit peu. Pour la simple et bonne raison qu'effectivement, pour reprendre ce que disait Youssef, sur les finales, entre autres, il est indéniable que c'est lui le MVP et qu'il a survolé ses finales. D'un point de vue sportif. Et vous restez sur votre position, c'était la solution de facilité, c'est ça? C'est la solution de facilité. Au bout d'un moment, on ne va pas dans une équipe qui a 73-9, dans un système complètement en place. Alors certes, c'est le meilleur système du monde pour lui, par rapport à son jeu, c'était évident. Il a réussi à s'impliquer aussi défensivement, comme on l'a vu dans de très jolis sujets, mais qu'il y ait encore 2-3 titres, et je pense que je m'écraserai à jamais. Pour l'instant, j'ai encore ce petit truc en moi qui fera... il y a encore un peu de rancœur. Ouais. Nicolas, c'est quoi votre position là-dessus? Je suis un peu d'accord avec lui, parce que c'est vrai que le statut du joueur fait qu'il a pu rester à Oklahoma, sachant que c'est pas comme s'il était loin d'une bague. L'année d'avant, avec Oklahoma, il aurait pu la faire. Il menait 3-1 et match 5, il était devant à 5 ou 6 minutes de la fin du match. Parce que c'est le statut du joueur qui fait ça. Parce que tu regardes bien, Iguodala, avant c'est pour les Warriors, il jouait à Denver, il perd en playoff contre les Warriors et signe derrière. Donc c'est exactement la même chose qu'il a fait Kevin Durant, mais c'est pas le même statut. Exactement. Donc lui, les gens parlent comme ça parce qu'il est énorme, c'est un grand joueur, mais il a pu faire ça, entre guillemets, sans être dans une super team comme Golden State. À Oklahoma, je pense qu'il pouvait le faire quand même cette année. Mais du coup, lorsque vous avez appris qu'il rejoignait les Warriors, ça vous a agacé ou vous avez dit « Waouh, ça va faire vraiment une super équipe » Basketement parlant, oui, bien sûr que ça fait une belle équipe et c'est ça. Il a choisi la facilité. C'est sûr. Après, on ne sait pas les autres choix qu'il y a à côté. On ne connaît pas toute sa vie en général. Il y a ces choix-là. Mais c'est sûr qu'au début, on peut comprendre on peut croire qu'il a choisi la facilité. Mais est-ce qu'il ne voulait pas juste aussi, ce qu'on disait, une bague? Parce qu'il est resté 7 ans. C'est donc pour ça qu'il fait prendre la facilité. Il voulait juste une bague. Eh ben, c'est rien de vouloir une bague. Non, mais pour moi, il a eu sa bague. Et ce qu'on retient dans les carrières des joueurs aussi, c'est il a été champion combien de fois, quand on voit sur le CV. Et peut-être qu'il s'est dit, OK, si, je ne sais pas si je l'aurai. Après, en plus, il y avait l'émergence de Russell Westbrook. On ne sait pas comment il s'entendait avec Russell Westbrook et tout ça. Peut-être qu'à un moment, il s'est dit, bon, c'est bon, j'en ai marre, je vais aller dans une équipe qui a le sourire, qui a la banane, la patate, qui était la meilleure équipe, on est d'accord et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce que j'allais dire. Parce que si on voulait un peu jouer chercher la petite bête, il ne veut pas rester à OKC, il y a quand même 28 autres équipes. Autres que les Warriors. Pourquoi pas les Warriors en fait, mais justement, en fait, ils avaient un but commun. Comment battre LeBron. C'est ça. Alors là, on est d'accord à 100%. Mais c'est ça. C'était le but commun des Warriors et de KD. Je ne veux pas le faire tout seul. Je ne pense pas que si les Warriors avaient été sans KD, ils auraient pu battre Cleveland cette année encore. Non, vu les matchs comme ils étaient un peu serrés, le match 3, le match 4, ils étaient... Sans KD. Mais les deux avaient besoin de s'associer pour battre LeBron. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'autour de KD, il y a évidemment d'autres joueurs de très très grande valeur, à commencer par Steph Curry, qui a été cette fois-ci au rendez-vous des finales, Youssef. Ouais, clairement. Il a joué les meilleures finales de sa carrière. Il est proche d'un triple-double au niveau statistique. Il aurait peut-être, mais on regarde ses stats, elles sont hallucinantes. Il fait 1m90, il prend 9,4 rebonds, il fait 9,4 passes, il prend 8 rebonds par match. Il met près de 27 points, donc on l'a un peu oublié presque. Il aurait presque mérité d'être co-MVP. En fait, je suis d'accord. Kevin Durant, parce que il a su élever son niveau de jeu alors qu'il y avait un mec à ses côtés qui en plus brillait et mettait plus de 35 points par match. Donc il a fait vraiment le job. Il est passé à côté d'un match, Steph Curry. Mais à part ça, ils sont tous passés à côté d'un match. Voilà, c'était réglé. Le match 4, c'était à Cleveland. Mais après, quelle force de caractère. Et il a fait ça en plus avec élégance. Encore une fois, il a laissé de la place à tout le monde. Il n'est pas rentré dans les matchs en disant je vais croquer, je vais scorer tout de suite. Il y a des matchs, il avait quasiment pas shooté au premier quart-temps. Il laissait son équipe, il faisait jouer, il prenait des rebonds et tout. Et quand fallait mettre des shoots importants, mais il était là, Steph Curry. Donc vraiment gros coup de chapeau à Steph Curry sur déjà la saison. Pour faire la saison qu'il a faite, alors qu'on lui a mis un MVP potentiel dans les pattes, lui qui était double MVP en titre, et ce qu'il a fait sur ces finales est juste hallucinant. Oui, mais au-delà de ça, on a l'impression qu'il y a aussi une histoire humaine qui s'est nouée entre Curry et Durant. Il y a un truc en plus dans leur relation, j'ai l'impression. Oui, enfin... Sur ce qu'on peut en voir. Il s'est passé ce qui ne s'est pas passé, je pense, entre KD et Westbrook. Qui a peut-être forcé le départ de KD. Aussi. Mais par exemple, entre le Shaq et Kobe, il n'y avait pas cette amitié-là, visible en tout cas, ostensible. Et c'est ce qui est plus effrayant. Pour la suite. Pour la suite. C'est ça le plus effrayant, c'est qu'ils s'entendent bien. Et donc ça peut durer
comme ça. Ils ont 28 ans tous les deux seulement. Après, j'ai du mal à penser que cette équipe, dans l'état, va être conservée encore très longtemps. Sauf si les joueurs font vraiment preuve d'un altruisme et d'une humanité absolue et qui laissent passer certains gros contrats. Mais Curry, a priori, ne prendrait pas le max l'année prochaine, le contrat maximum, pour pouvoir laisser de l'argent pour que l'équipe recrute. C'est ce qu'a fait Nico d'ailleurs aussi. Il aurait pu avoir. Contrat, hein. Comment? Potentiellement, on est sur 4 très gros contrats. 4 très gros contrats, tout à fait. Après, il y a encore 11 joueurs à signer. Ouais, non, tout à fait. Mais si chaque joueur laisse 50 millions sur la table et ils en prennent 150 au lieu d'en prendre 200, peut-être que ça laisse de la masse salariale disponible pour d'autres joueurs. D'ailleurs, vous, dans votre cas perso, vous aviez des contrats max dans d'autres franchises proposées. Même, vous préférez concrètement, un joueur préfère être bien accompagné ou ramasser? Ça reste des gros chiffres. Après, quand même des gros chiffres, c'est vrai que j'aurais pu peut-être pousser pour avoir quelques trucs en plus. Mais alors, à un moment donné, ça ne sert pas forcément à grand-chose de pousser parce que c'est vrai qu'il y a besoin de joueurs autour. Ouais. Et en tout cas, ça va être le boulot d'un certain Steve Kerr de continuer à faire jouer ces joueurs ensemble et pour de longs moments. Ouais, Steve Kerr qui est pour moi le grand artisan de toute la réussite des Warriors. Il ne faut pas oublier le travail de Mark Jackson qui était coach avant lui, qui a vraiment posé les bases et des bases solides. Il a vraiment construit quelque chose et Steve Kerr est venu et a apporté tout son talent et les chiffres sont frappants depuis la prise de fonction de Steve Kerr. Regardez, en saison régulière, il a 84% de victoires en saison régulière et en play-off, il gagne 3/4 de ses matchs, Steve Kerr. Donc c'est vraiment hallucinant. Il a gagné 2 titres dans ses 3 premières saisons, Steve Kerr, et il rejoint 2 grands coachs. Les seuls à avoir fait ça, c'est Pat Riley et Phil Jackson. C'est pour vous dire la classe de Steve Kerr. Et ce qui est très intéressant avec Steve Kerr, c'est au-delà d'être un bon tacticien, un bon technicien, c'est au niveau mental, il est incroyable, psychologie mentale. Il arrive à investir tous ces joueurs. Relationnel avec les joueurs. Il est exceptionnel. On l'a vu cette saison dans le canal NBA, un temps mort, il va voir Steph Curry qui mettait rien dedans, il lui parle, il lui dit c'est bon fils et tout, il l'appelle fils. Mais les 15 joueurs, Steve Kerr, il a une sorte de magie d'alchimie et ça transpire sur tous ces joueurs. Quelle part vous donnez donc à Steve Kerr dans ce titre-là? Faut gérer ses égos quand même. Il a 4 superstars dans son équipe qui ont des égos surdimensionnés, il a réussi à gérer ça. C'est sûr que basketball parlant, c'est facile à coacher. C'est ce que j'ai pu comprendre quand il n'était pas là. L'année dernière, Luke Walton était à 24-0. Là, Mike Brown fait 10-0. J'entends Steve Kerr ne sert à rien. Même s'il était en communication avec Mike Brown. Il a créé ce truc, en fait, cet esprit d'équipe. En fait, après, sur le terrain, c'est facile à coacher ces mecs-là, mais il faut gérer ses égos. Il faut que lui accepte son rôle. Il faut que Klay Thompson accepte de passer de 2 à limite 4, parce que je pense que Damon Green est devant dans les options, dans un truc différent. Donc, il a su gérer tout ça. Et c'est ça qui fait la force de Steve Kerr, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui auraient pu faire ça, je pense. Écoutez, l'un des joueurs parlait de ce coach qui a tant de réussite, c'est André Iguodala. You know, where it's always working. He's trying to figure everything out. Like, okay, I know what I got. I know how to get the best out of each one of these guys, but we're going to take it to the next level. He's always trying to take it to the next layer, the next layer, the next layer. It's like an onion. Keep peeling it back. And it's so intricate, and it's like he has this blade of a knife that's just so fine when he cuts it, and it's like we're going to keep peeling it. And he's trying to, sometimes he's so into it, I think he forgets that it's like you went too far with certain guys. But he does a great job of knowing how to communicate with each individual, which is key because everybody's different. And he does such a good job communicating with them for the whole. And he does a good job of tricking some guys too, as far as, you know, their focus of what he wants to. He's really good at trying to figure out what to say to them to get them to do what we need to do on the court. And on va revenir sur le cas d'André Iguodala dans un instant, mais c'est vrai que la patte Steve Kerr, c'est essentiellement ce jeu rapide qui a été très efficace sur ces finales. Ouais, c'est un ballon qui sort très vite. Alors on le sait, les Warriors, c'est la meilleure équipe de la ligue sur contre-attaque, sur jeu rapide. Et ça part très souvent d'une bonne défense, parce que c'est aussi la meilleure défense en efficacité. Ça, on l'a répété souvent, effectivement. Mais oui, mais ça tout part de là, en fait. C'est quand on défend vite et quand on défend bien, on gagne des ballons. Et il faut regarder les sorties de balles. C'est-à-dire que dès qu'un joueur a le ballon, mission, le cercle adverse et on trace. Kevin Durant, bon là c'est plutôt facile parce qu'il y a beaucoup d'erreurs défensives, on va dire des caves. La défense s'ouvre. Voilà, on lui ouvre, c'est Moïse en fait quand il arrive. Mais à chaque fois qu'il y a un ballon gagné, regardez la sortie de balle, tout de suite on lève la tête, il y a quelqu'un de mieux placé devant, on y va et c'est parti. Steph Curry aurait pu faire la passe à Kevin Durant. Et moi c'est ce qui m'a frappé durant la saison et aussi durant
tous les playoffs, c'est la sortie de balle des joueurs des Warriors. Nico, quand on joue contre les Warriors, est-ce qu'on est alerté par les coachs en disant attention au repli défensif parce que ça va très très vite? C'est ça, c'est souvent on a les pas rebonds. Dès qu'il y a un tir qui part, oubliez le rebond offensif, c'est repartez et rentrez. C'est souvent ça la consigne pour jouer les Warriors. Ouais. C'est l'équipe qui joue le plus vite, qui sort le ballon le plus vite? Oui. Ah oui, bah oui, clairement. Ouais. Clairement, oui. En niveau de transition fast break et contre-attaque, c'est eux. C'est pour ça que je pense que là où les Cavs ont perdu, c'est qu'ils ont complètement déjoué leur basket. Et en fait, ils tendent un piège, les Warriors. Ils te tentent à jouer comme eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça le piège. Parce que les Cavs ont joué d'une façon en play-off. Notamment sur le match 2, ils ont essayé d'accélérer eux aussi. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. La seule équipe qui a compris ça, qui devait les battre, c'est les Spurs. Ouais. Mais en attaque, les Cavs ont joué un jeu où ils poussent. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Prendre des tirs en 6 secondes, faire des trucs en moins de 5-10 secondes d'attaque. Et là, ces trucs où tu n'es pas habitué, tu perds les ballons. Et là, ils se mettent à courir. Et c'est très fort ce qu'ils font en défense. La semaine dernière, c'est Clint Capella qui était à votre place et il nous disait jouer contre les Warriors, ça demande une concentration. On sort de là, on est rincé mentalement parce qu'il faut toujours être vigilant. Oh, ça part de partout. De toute façon, c'est vrai. Non, mais ça part de partout. Il y aura toujours ou Steph, ou KD, ou Klay Thompson sur le terrain. Si c'est pas deux, ou c'est pas les trois en même temps, il y aura toujours moins 2 sur le terrain. Donc il est toujours obligé d'être concentré parce que ça peut partir de n'importe où. Il y a toujours un match 2 mecs sur le terrain qui peuvent en mettre 30, ou 40, ou 50. Alors, il y a ces joueurs-là, et en plus, il y a des facteurs X, comme par exemple André Iguodala, qui a été énorme sur le match 5. Ou Sean Livingston. Ouais. Ou Mako. Ou tout leur banc. Ouais, tous leurs du banc, mais on va revenir sur le banc. C'est incroyable. C'est très difficile à jouer, effectivement. Un mot sur André Iguodala, qui avait été MVP donc, lors du titre en 2015, et qui, sur ces finales-là, s'en est vraiment bien sorti alors qu'il n'était pas titulaire. Sur ces finales-là, de manière officieuse, c'est presque encore lui le MVP. Je le disais un petit peu plus tôt. Il est le meilleur joueur des finales sur le plus-minus. C'est-à-dire toutes les statistiques entre guillemets qu'on ne voit presque pas nécessairement de ces finales. Donc potentiellement, il aurait pu encore prétendre à un titre de MVP des finales. L'air de rien. Et c'est un joueur qui sort du banc, c'est un joueur qui ne fait pas partie du Big Four. Donc on se pose la question quand même quand il s'agit de jouer les Warriors, à quel moment on peut les arrêter? Ce qui est intéressant avec le cas André Iguodala, parce que c'est l'exemple qu'on prend, il met 20 points sur ce match-là, c'est comment les stars ont joué pour André Iguodala en voyant qu'il était chaud. C'est-à-dire qu'on a vu là les dernières réactions, c'est Kevin Durant qui passe pour André Iguodala. Ils savent trouver le bon joueur et c'est pas star ou pas star, peu importe qui t'es. T'es sur le terrain, t'es avec nous dans le 5, tu fais partie de l'équipe. Si c'est toi qui es chaud, tu vas avoir tous les ballons, on va t'alimenter en ballon pour que tu nous fasses gagner. Parce que voilà, le but, ils s'en foutent. Ils savent, comme disait Nico, qu'il y en a 2 ou 3 qui vont mettre 20-30 points, mais ils élargissent. Et c'est la grande force de cette équipe. Et finalement, la victoire, elle vient de là, Nicolas. C'est-à-dire qu'il y avait des stars de chaque côté dans les 5 de départ, mais c'est derrière le banc qui a permis. C'est ce qui a fait la différence pour eux, même tout au long de l'année, parce que même quand des fois, ça leur arrive à avoir des faux matchs, les KD, Steph et tout. Ouais. Il y a toujours le Sean Livingston qui va rentrer derrière, si Steph met 3 sur 17 au tir, Livingston va rentrer, il va mettre 16 points en 7 sur 9 au tir. Il va faire la différence. David West, pareil. Javel Magui qui a fait une grosse saison. Ouais. On a toujours rigolé de ce mec-là, mais il a été très précieux. Il a été très bon cette année. Ah, effectivement. Messieurs, on va marquer une pause et se retrouver très vite sur Canal Plus Sport pour évoquer le grand perdant de ces finales 2017, les Cavaliers de Cleveland qui ont perdu leur titre. On s'intéressera notamment à leur star, l'immense LeBron James. À tout de suite. Les surfaces pour un seul central. La saison ATP continue avec les tournois de Londres et Halle à partir de lundi en direct sur Canal Plus Sport 4.
On se retrouve sur Canal Plus Sport, c'est la suite de Canal NBA et c'est toujours avec Nicolas Batum, notre invité exceptionnel. On parlera de votre saison avec Charlotte dans quelques minutes, Nicolas. Mais avant cela, on continue d'évoquer le dénouement de ces finales NBA. Dans la première partie de l'émission, on s'intéressait aux champions, les Warriors de Golden State, vainqueurs du trophée Larry O'Brien pour la deuxième fois en 3 ans. Les Warriors presque intouchables qui n'auront perdu qu'un seul match sur l'ensemble de ces playoffs 2017. Et justement, il est temps de rendre hommage à cette équipe qui a réussi à battre les Warriors une fois. C'est Cleveland, bien sûr, vainqueur lors du match 4 de ces finales. Mais les Cavs ont dû faire le match presque parfait pour s'imposer et battre une ribambelle de records en NBA. Regardez, le plus de points sur un quart-temps, 49, c'est un record en finale. Le plus de points sur une mi-temps, 86, c'est un record en play-off, tout comme les points cumulés sur une mi-temps pour les deux équipes, 154. Et les Cavs ont également battu 2 autres records des finales, celui des 3 points inscrits sur une mi-temps, 13, et des 3 points réussis sur un match, 24. Nicolas, en clair, il fallait être à 200%, voire même plus, pour battre ces Warriors en 2017. Mais tous les records que vous avez dit, c'est sur un match. Voilà. Donc ils ont battu tous les records sur un match pour juste gagner un match. C'est ça. Ils auraient dû gagner en D2, en 2. Ouais, match 2, 3 mais là, le seul match qu'ils gagnent, tous les records qu'ils ont fait, c'est juste sur le match 4. Vous voulez dire que c'est mal réparti leur affaire, quoi. Bah oui, si c'était, vous voyez, s'ils ont fait ce match 1, l'autre match 3, non, ils ont fait ça sur le même match. Et c'est le seul match qu'ils ont gagné, donc il fallait marquer 90 points par mi-temps pour battre les Warriors. C'est ça. La tristesse. Ce soir-là, c'était Cleveland qui était euphorique ou on en a déjà un petit peu parlé, les Warriors un petit peu en dedans? Je pense que l'un est lié à l'autre en fait. Je pense que les Cavs étaient tellement héroïques. Il faut rappeler que c'était un match marche ou crève, hein, clairement pour les Cavs. Il y avait 3-0. Une défaite, ils auraient été sweepés, bien entendu. Donc LeBron James à la maison, je pense qu'il voulait vraiment pas du tout être sweepé et il rentre très bien dans la rencontre. Les Cavs avec un LeBron James qui est vraiment hallucinant dans ce début de rencontre. Le ballon qui vit, qui bouge, c'est ce qu'on a reproché par moment. C'est-à-dire que par moment, et notamment dans les moments de fatigue, on avait LeBron James ou Kyrie Irving qui tentaient des actions individuelles. Et là, on voit le ballon bouge. Il y a 3-4 passes sur les actions. Leur jeu, quoi. Voilà, exactement. Ils ont joué, posé. Alors le Big Three à noter était vraiment au rendez-vous ensemble. C'est la seule fois où ils ont été les 3 bons en même temps. Kevin Love, Kyrie Irving et LeBron. Tout à fait. À eux 3, ils marquent 94 points quand même, le Big Three. Donc ils étaient vraiment sur une belle lancée. L'action du match, elle est hallucinante. Regardez LeBron James qui fait. Alors après, il était très mal embarqué parce qu'on rappelle que s'il retombe avec le ballon, il a marché. Ouais. Donc il est obligé de jeter le ballon. Par chance, il y a le plexi qui est face à lui. Mais quand même, réussir à planter ce genre de panier, c'est vraiment incroyable. Kyrie Irving, 40 points dans cette rencontre. Donc on l'entend, let's go, let's go. Ils y croient parce qu'ils ont failli gagner le match 3. Ils gagnent le match 4. Après, déplacement à Golden State, ils sont inclinés. Mais ils ont été... on a presque envie de les remercier pour au moins s'être battus jusqu'au bout parce qu'ils n'ont rien lâché. Ils ont été dominés les Cavs, mais ils n'ont jamais rien lâché et c'est tout à leur honneur. Mais sur l'ensemble de ces finales, ce qu'on retient également, c'est que Cleveland a perdu sur la défense, avec plus de 121 points encaissés en moyenne contre 107 en saison régulière. François, est-ce que les Cavs vous ont déçu défensivement ou est-ce qu'il est tout simplement impossible de bien défendre sur les Warriors ? Alors moi, je vais reprendre un peu ce que disait Nico. Je suis d'accord avec l'analyse parce que les 2 premiers matchs, déjà, ils veulent jouer sur le rythme des Warriors. Ils se mettent en difficulté, ils ne défendent pas. On a vu les boulevards dans lesquels Kevin Durant, c'était tapis rouge. Et ça, c'est sur les 2 premiers matchs. Le 3e match, ils ont musclé leur jeu. Celui que vous avez commenté sur notre antenne. Et qui vous a bien agacé d'ailleurs. Aux côtés de Youssef Oudiassia, effectivement. Et alors, ils ont effectivement beaucoup donné. Kyrie, LeBron, ça s'essouffle, ça s'épuise. Il n'y avait pas forcément un gros soutien au niveau des rotations. Mais ils étaient à 2 doigts de le prendre en jouant leur jeu. Et ils prennent le match 4, une fois de plus, en jouant leur jeu. Donc je pense que la stratégie d'entrée était mauvaise de vouloir s'aligner sur le jeu des Warriors, ce qui est complètement... C'est impossible à faire. Est-ce qu'ils m'ont déçu ? Oui, parce que je pense qu'effectivement, ils auraient commencé le match 1 en jouant à la manière des Cavs. Ils n'auraient peut-être pas gagné. Mais voilà, ça n'aurait pas été des -20 comme il y a eu sur les 2 premiers matchs. On parle vraiment de la défense là, pour les Cavs. C'était ça le problème ? Oh oui, c'était un des problèmes parce que il ne faut pas chercher à scorer plus que les Warriors. C'est impossible. Il faut juste chercher à les empêcher. À les arrêter. Bien sûr, à les arrêter. Parce que si tu penses que tu vas créer un point de plus, c'est ta mentalité, tu ne gagneras jamais contre les Warriors. Ouais. Surtout pas. Voilà pourquoi vous citiez les Spurs tout à l'heure. Ah, eux, ils ont compris comment jouer contre eux. Si Kawhi ne se blesse pas, il y a Tony pas blessé. Il y a match. Il y a match, il y a grosse série. Et je pense que ils peuvent le faire.
Et c'est vrai que toutes ces erreurs défensives, elles ont laissé aller 10-15 points par match facilement. Et il y a pas mal de matchs serrés, on peut s'interroger. C'est assez étonnant de se dire qu'il y a des erreurs vraiment de débutants. Ils vont à 3 sur un joueur. Regardez, il y a des paniers, mais tellement faciles. Et ce sont des fautes d'inattention et de manque de communication. Et c'est étonnant. Après, il y a la fatigue, hein, bien entendu. Et même sur cette action, vous allez voir la rage de LeBron James derrière qui dit à ce coéquipier, mais non, va aider, bouge. Mais il y a eu un manque de communication. La fatigue dans le Money Time, ok, mais même tout au long de la rencontre, on ne peut pas laisser les Warriors se régaler comme ça. Et quand on change sur les écrans ou sur les croisements, il faut communiquer, il ne faut pas se rater. Alors, vous parlez de fatigue, et c'est vrai qu'on l'évoque depuis le début de cette émission. Et on revient à ce problème de banc pour les Cavaliers, puisque l'apport des remplaçants a été bien moindre que celui ceux des Warriors. Ouais, c'est incontestable. Mais ça peut même s'élargir au niveau des autres joueurs moins majeurs que les stars. Ouais. Parce qu'au niveau des bancs, il y a plus 11 points pour le banc des... On le voit, le banc des Warriors, c'est 29 poins, le banc des Cavs, c'est 18 points en moyenne sur les rencontres, sur toutes les finales. Mais il y a deux choses. Il y a l'ouverture du banc par les coachs. On en a parlé depuis plusieurs émissions. Tyronn Lue a plutôt fermé son banc. Il n'a pas fait jouer de Channing Frye, Deron Williams qui était à la rue, Derek Williams également. Steve Kerr, c'est l'opposé. Il a ouvert son banc, impliqué tout le monde. Sur le match 5, par exemple, McCaw, qui joue pas beaucoup, qui est rookie, il rentre, il fait un super match. Et Tyronn Lue n'a pas cette confiance envers ses remplaçants. Peut-être qu'ils ne sont pas au niveau, c'est un autre débat. Et deuxièmement, même les autres joueurs du 5 ont apporté plus côté Warriors. Ouais. Et du banc, Sean Livingston, quand il est rentré, il fait des super passages. Il y a un vrai backup. Kyrie Irving, il n'a pas de backup. Et Deron Williams, il était à la rue. Il n'y en a pas. En fait, tous les postes sont doublés, voire triplés côté Warriors. Ça fait la différence sur des finales NBA. Ça oblige LeBron James et Kyrie Irving à jouer 45-46 minutes. Et à finir les rencontres épuisées. Et à finir, mais c'est hallucinant et c'est frappant sur le match 4 et les matchs 5. Kyrie Irving, il a du mal même à trottiner. Il est rincé. On ne peut pas les blâmer, en fait. Mais c'est qu'ils étaient rincés. Il n'y avait plus d'essence dans le moteur, clairement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème de recrutement également, Nicolas? À savoir des joueurs comme Kyle Korver ou Deron Williams qui auraient dû apporter sans doute beaucoup plus sur ces finales-là? C'est pas un problème de recrutement, ça. C'est quand même des joueurs qui ont prouvé et qui peuvent apporter. Même si Deron Williams a connu 2 saisons, mais après, ouais, c'est pas. C'est plus de niveau. Le GM construit une équipe qui était bien construite. Après, c'est aux joueurs d'apporter. Ouais. Kyle Korver est encore bon cette année à Atlanta ou l'année dernière. Donc après, c'est aux joueurs d'apporter. Ça, c'est pas le GM tactiquement qui gère ça. Le problème, il vient de Tyronn Lue? Je sais pas d'où le problème vient, mais moi je pense qu'ils ont été bons pendant tous les playoffs. Tous les joueurs ont été bons pour les playoffs. Je pense juste que collectivement, ils ont voulu chercher à jouer un jeu qui n'est pas le leur. Ouais. Et ça a cassé le rythme de tout le monde. Donc en gros, les Warriors font surjouer ou déjouer l'adversaire. Ah, ils te mettent dans un piège. Pour moi, c'est ça le truc. Tes mecs, ils te piègent en fait. Ouais. Ils te piègent à jouer comme eux en fait. Et c'est ça le problème. Les araignées de la NBA, c'est terrible. On écoute LeBron James qui a eu le sentiment de tout donner dans ses finales et qui du coup n'a pas grand-chose à se reprocher. I left everything on the floor every game, all 5 games. So for me personally, I have nothing to be. I have no reason to put my head down. I have no reason to look back at what I could have done or what I shouldn't have done or what I could have done better for the team. I left everything I had out on the floor every single game for five games in this finals, and you come up short. So, I mean, it would be the same if you feel like you wrote the best column of your life and somebody picked another one over you. How would you feel, Jason? So, you wouldn't hold your head down, but you would be like, okay, it's just not my time. So. Vous êtes d'accord avec l'analyse? Il n'a pas grand-chose à se reprocher sur ces finales? 34 points, 12 rebonds, 10 passes. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Franchement. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Mais c'est vrai, non, on ne peut rien lui dire. Ouais. Rien du tout. Clairement. Mais 2-3 trucs, peut-être, sur certaines décisions, la défense sur KD au match 3. Mais c'est tout. On ne peut rien lui dire sur ces finales. Il n'empêche, c'est un nouvel échec en finale pour LeBron et son palmarès est finalement assez maigre pour un joueur de sa capacité, de son envergure, et si on le compare surtout aux autres légendes de la Ligue. Ouais, il est en négatif finalement au niveau des victoires, défaites lors des finales. On voit LeBron James, il a 8 finales, voyant sur la ligne jaune, et 5 défaites pour seulement 3 victoires. On veut souvent le comparer à Michael Jordan. Michael Jordan, c'est 6 finales, 6 titres. 100%. Ouais, 100%. Magic Johnson, lui aussi, a 4 défaites. Mais bon, il a fait 9 finales. Magic Johnson, Kobe Bryant, Tim Duncan. On aurait pu ajouter Bill Russell également à l'ancienne époque.
c'est vrai que ça commence à faire un petit peu tâche. Alors, il a le mérite, LeBron James, d'avoir fait 7 finales de suite, il en a 8 au total, d'avoir des bagues de champion. Mais on commence un petit peu à retenir les défaites, ça en fait 5. C'est beaucoup trop pour peut-être le comparer à Michael Jordan, par exemple, pour être le meilleur joueur de tous les temps. Ouais. Donc je pense que ça lui porte préjudice, mais c'est malheureux pour lui parce qu'on vient de le dire, il ne peut rien se reprocher, par exemple, sur la défaite là, et peut-être même celle d'avant en 2015 face aux Warriors. Il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Les Warriors en 2015, Kyrie Irving se blesse. Là, il donne tout. Il est en triple-double dans des finales NBA. C'est juste hallucinant. Mais il perd les titres. Donc, c'est presque triste pour lui de voir tous ces titres perdus parce qu'il fait un job extraordinaire. Il faut quoi alors, François? Il faut qu'il change à nouveau de franchise, qu'il renforce Cleveland. Il faut quoi? Renforcer Cleveland, ça va être compliqué. Je crois que leurs 5 joueurs majeurs prennent $100 millions sur un salary cap qui est déjà sur la luxury tax. Il y a 10 joueurs à payer, c'est vrai qu'ils ont des joueurs au minimum. Ouais. Donc des joueurs au minimum, soit on a de la chance, on recrute bien, on fait des bons coups, des Yogi Ferrell, des petits joueurs pas chers qui sont bien, ou alors on a des joueurs en fin de carrière ou un peu rincés, comme c'était le cas. Comme Deron Williams. Donc c'est difficile de faire avec les contrats déjà garantis. Pour revenir à ce que mes acolytes disaient tout à l'heure, je pense que c'est peut-être le coach la problématique, parce qu'au final, à mon avis, il est limité. Quand on veut jouer comme les Warriors, c'est qu'on a des limitations, à mon avis. Mais le coach, c'est pas LeBron? Alors, elle est là, la problématique aussi. Je pense que c'est un petit peu lui qui... Non mais, vous rigolez, mais vous savez que le coach est représenté par LeBron. Oui. LeBron a son agence avec son ami Rich Paul, et Tyronn Lue est un client de chez eux. Donc voilà, c'est assez compliqué. Cleveland, c'est assez particulier comme contexte. Ouais. Donc c'est difficile, à mon avis, de recruter mieux, ou alors il va falloir laisser partir des joueurs. En tout cas, c'est vrai que ces déclarations n'ont pas été très éclairantes par rapport à son avenir. Ce serait quoi la bonne idée, selon vous, Nicolas, pour LeBron James? Faire des trades, libérer un peu de... Donc rester à Cleveland, selon vous? Je ne pense pas qu'il faut qu'il parte maintenant. Moi, je ferais un trade pour Paul George, qui se débrouille comment. Parce que il manque un joueur comme ça. Pas de Carmelo Anthony ou Dwayne Wade, comme ils peuvent dire. C'est plus, il leur faut un All-Star dans son prime. Pour battre. Ou un Jimmy Butler. Ou un Jimmy Butler. Un mec comme ça, il leur faut un arrière. Ouais. Il faut constituer une autre super team. Ouais. On n'est pas très loin de la super team. Mais Non, on n'est pas loin, mais ils sont obligés. Après, ils ont montré de très belles choses, mais ils ont montré aussi quelques limites qui, à mon avis, ils ont toujours les Warriors avec les 4 All-Stars. Compliqué pour aller sur une série de playoffs, compliqué pour aller les battre, tout simplement. Oui, parce qu'on le San Antonio. Oui, d'ailleurs, ça se dit de plus en plus. Ça se dit, aux États-Unis, ça se dit de plus en plus. Ah oui. Waouh. Là, ça ferait peur. Là, ça serait carrément. Kawhi et LeBron en même temps. Là, ça serait super team. Et du coup, l'Ouest, là, ce serait lourd. Si CP, en plus, il finit là-bas, ça peut être... CP3 et LeBron. Il va rencontrer les Spurs. Chris Paul a dit qu'il allait rencontrer... Chris Paul, Kawhi, LeBron James et Marcus Aldridge. Aïe. Avec un vieil Argentin qui... Non. Il restera. Oui, il restera probablement. Manu Ginobili. Puisqu'on parle de LeBron James, il faut juste rappeler que c'est l'un des joueurs les plus intelligents aussi sur le parquet. Ouais, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'il a une très belle lecture du jeu. On disait il est plus dans la passe cette saison. Il analyse beaucoup mieux les situations. Et c'est vrai que c'est assez frappant sur une situation. En plus, c'est dans la continuité qu'on a pris ces images. Et c'est frappant de voir... l'intelligence qu'il a, notamment dans la lecture. Regardez, là, il met en place les équipes. Kyrie Irving appelle un écran. Et LeBron James dit à ses ailiers, mettez-vous dans les coins, élargissez le jeu pour qu'on aère la raquette. Il y a l'écran de Tristan Thompson. Et la raquette est complètement ouverte. Et on va s'intéresser à Steph Curry, qui est déjà dans l'aide défensive pour peut-être aller intercepter ce ballon. Et il intercepte ce ballon, Steph Curry. Donc, c'est lui qui s'occupe du rôle. C'est lui qui s'occupe de la rotation défensive. On est dans la continuité. Shoot raté, LeBron James a le ballon. On va se retrouver dans quasiment la même situation. C'est-à-dire qu'il va appeler un Sauf que c'est LeBron qui a le ballon. C'est LeBron, c'est lui qui est en position du ballon. Il appelle l'écran. Voilà, il demande à Tristan Thompson de monter. Tristan Thompson monte. La raquette est ouverte. Il a envie de rouler. Steph Curry est toujours prêt aux aguets, prêt dans l'aide défensive. Et LeBron James le voit, c'est exactement la même chose. Sauf que là, Steph Curry anticipe sur la passe, la petite feinte de passe, et il trouve J.R. Smith complètement seul dans le corner. Donc c'est un exemple, c'est juste un exemple, mais ça montre bien au moins
la très belle lecture. Parce qu'au basket, c'est beaucoup ça. Tous les coachs nous disent, mais regarde ce que te propose la défense. Et ensuite, tu agis. Tu n'es pas pick and roll, je pars, je vais à droite et c'est terminé. Non, tu lis ce que fait la défense. Et LeBron James l'a très bien fait sur de très nombreuses séquences, comme un meneur de jeu finalement. L'enseignement, c'est que face à LeBron, il faut varier les défenses. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Non, mais il est très, très intelligent. C'est vrai que c'est un gros casse-tête, par exemple. Si vous regardez bien, LeBron en poste bas, il n'est jamais doublé. Il n'y a jamais de double team ou de trap sur LeBron James à l'intérieur. Parce que si tu fais ça, il va trouver la passe. Donc autant laisser LeBron James faire son contrat en poste bas. Parce que c'est peut-être le meilleur passeur, le meilleur mec à la meilleure vision. Parce qu'en plus, il est grand, contrairement au meneur de jeu de toute la NBA. Donc il a une vision périphérique. Toujours est-il que le King repart avec un nouvel échec en finale. NBA, encore donc une défaite pour celui qui était promis au plus bel avenir, et ce depuis son plus jeune âge. On revient sur cette longue et belle histoire avec Nils Onimus. The Golden State Warriors are the 2017 NBA champions. Si cette année, LeBron James n'a pas connu le dénouement souhaité en play-off, les finales 2016 ont marqué l'accomplissement d'un objectif cher à King James. Après 52 ans de disette, une équipe professionnelle de Cleveland a de nouveau été sacrée. Ce succès, c'est celui d'un enfant de l'Ohio, d'une superstar planétaire, né, élevé et devenu adulte dans la banlieue de Cleveland. Un athlète qui a atteint les sommets, souvent critiqué, mais qui n'a jamais oublié d'où il venait. L'histoire de LeBron James commence à Akron, une petite ville de l'Ohio. Élevé par une mère seule en difficulté financière et dans un quartier difficile, le jeune LeBron s'installe à 9 ans chez un entraîneur de foot local pour grandir dans un contexte familial stable. Des épreuves qui forgent très tôt un mental d'acier au jeune homme. Average person wants, to cry out, why me? And he said, I always thought, why not me? When you are able to sit back and say, why not me? That speaks volumes about your character and your spirit. When you grow up in such dire conditions, you have to grow up fast. Avant même d'intégrer le lycée, LeBron James tape dans l'œil de la presse locale. Son potentiel est très rapidement décelé. I first heard about LeBron in 6th grade because at the time they were playing every year local tournaments and win, and then they would just progress to different levels. Alors qu'il aurait pu rejoindre un lycée renommé, LeBron reste à Akron et joue pour les Irish de Saint-Vincent-Saint-Marie. Il ne faut que peu de temps pour voir naître un phénomène médiatique sans précédent pour un lycéen. Curiosity, curiosity, curiosity. Hey, he's one of those teenage phenoms. LeBron James is the best high school basketball player I have ever seen, and he will be, without a doubt, the first pick in the draft. Toutes ces mains tendues, tout cet amour donné par Akron à LeBron James, ce dernier ne l'oublie pas lorsqu'il intègre la NBA. Sélectionné en première position par les Cleveland Cavaliers, le Chosen One va tout faire pour décrocher un titre pour sa communauté. Mais après plusieurs échecs en play-off, le King décide d'exporter son talent à Miami. We've supported him for 7 years now, and for him to go on there and drag us through the mud for 7 years and stab us in the heart, he deserves everything he gets. Cleveland fans felt betrayed. Akron fans were happy for him. Because here's our hometown guy who wants to go win a championship, and he tried his damnness here in Cleveland, but it didn't work. So we're happy for you, LeBron. Go do it. LeBron James earns his second ring. Mais même sous les couleurs du 8, le King continue de s'investir pour Akron. Jamais il n'oublie ce que cette ville représente pour lui. Akron, to me, is home. It's, it's a family member. It's my father. It helped raise me. I wouldn't be the professional basketball player. I wouldn't be the leader or the father I am today without that city. What he's done here has given him the ability to help others, and he embraces that. He just loves being able to use his celebrity as well as the financial to make a difference in the lives of others. L'attachement de LeBron est si fort que seulement 4 ans après son arrivée à Miami, le King retourne chez lui et se réconcilie avec les fans. I'ma do what makes my city and my state happy, and that's why I came back. I love you. I'm back.
La suite, vous la connaissez. L'an dernier, avec l'aide de Kyrie Irving, le King décroche le titre au match 7, dans une émotion toute particulière. L'histoire d'amour entre Akron et LeBron James est quelque chose de quasi unique dans le sport de haut niveau. Aucun doute, l'enfant du pays continuera de tout faire pour rendre les siens fiers et inspirer les jeunes générations de tout l'Ohio. Just a kid from Akron, but pretty special kid. Le très beau reportage de Nils Onimus avec les images de Gaël Schwaller. Voilà pour l'actualité donc de ces finales NBA. On va maintenant s'intéresser à votre saison, Nicolas. C'est dans notre séquence In the Air. Ah oui, dans les airs cette semaine, on parle de vous, Nicolas Batum, et de votre saison avec les Hornets de Charlotte. Au niveau statistique, ça donne quoi, monsieur Youssef? Ça donne une belle saison avec des stats quasi identiques à l'an passé, qui était déjà une belle saison. Après, il y a 2 ans, une saison un peu compliquée à Portland. Depuis que vous êtes à Charlotte, ça va vraiment bien. On entend la chanson Batman. Batman. Un grand classique. Un grand classique. Donc 34 minutes, 15 points. Vous êtes deuxième meilleur marqueur de l'équipe derrière Kemba Walker. Meilleur passeur de l'équipe avec près de 6 passes, 6 rebonds, c'est propre. 40% de réussite, c'est pas mal, on va dire. Donc belle saison individuelle de Nico. On reviendra sur le collectif derrière. Sur un plan strictement personnel, quel regard vous portez sur votre saison? A été identique à la précédente, justement, comme Youssef a dit. Je crois que c'est à 0,2 points près. Quoi, oui, c'est ça. Les stats, donc... Et du coup, c'est une déception dans la volonté de toujours aller faire mieux? Oui et non, on va dire, parce que c'est vrai qu'en début de saison, quand on s'est concerté avec les coachs ou le staff, tout ça, c'est ce qu'ils voulaient vraiment de moi, même avec le nouveau contrat que j'avais, c'était de rester le même. Ouais. Ils m'ont dit pour le bien de l'équipe, ne change surtout pas, quoi, ne cherche pas de faire plus parce que tu as un nouveau contrat et ça va me faire déjouer. Donc je suis resté dans mes standards, et clairement. Et après, justement, c'est là que j'aurais peut-être dû faire plus, donc, surtout dans la prise de décision et d'organisation, chose que j'ai pas forcément fait en deuxième partie de saison. C'est compliqué parce qu'on vous demande souvent finalement d'avoir l'âme d'un meneur de jeu dans cette équipe. Kemba Walker est bien scoreur quand même. Comment vous gérez le fait d'être meneur dans l'âme sans mais c'est ce que j'étais à Portland déjà. Ouais. Sous Terry Stotts, que des fois je prenais la balle et Lillard passait deuxième arrière. Ouais. Donc c'est moi qui organisait, qui était au départ de l'action, qui organisait. Donc c'est une chose que j'ai mis en place il y a 4-5 ans. En tout cas, vos stats sont quasiment identiques. Et votre influence sur le jeu des Hornets cette saison est identique également? Je pense, ouais, je pense. C'est vrai que j'essaye d'avoir un impact en mettant en bonne situation et dans la meilleure situation mes coéquipiers. C'est vrai que pendant que Kemba a compris ça, Kemba Walker. Votre meneur. Je lui avais dit en rentrant, en arrivant à Charlotte, si tu juste comprends comment il faut jouer avec moi, en me laissant lancer les attaques, tu joues en deuxième lame. Là, tu vas, je pense, progresser, tu vas être meilleur et être All-Star. Et ça, il l'a intégré tout de suite. Il l'a intégré parce que c'est vrai que c'est quelqu'un depuis tout jeune qui joue le ballon en main, qui initie tout. Ouais. Bien sûr, il le fait de temps en temps. Mais ça, il a compris ça, il a eu vraiment l'humilité de le faire, de me laisser. Et de toute façon, les saisons qu'il fait, il a été All-Star cette année, il a eu des pourcentages élevés et il préfère justement jouer en deuxième lame. Et en tout cas, on parle de votre influence sur le jeu des Hornets. On se souvient de cet extrait de votre documentaire, Youssef, celui consacré aux joueurs de l'agent Bouna Ndiaye. On écoute notamment ce que disait de vous le général manager des Hornets, un certain Rich Cho. He was our number one priority. He had a great year last year. Our team had a very good year. He brings a different dimension to the team. He helps our other players play better. I know a lot of the guys like Kemba Walker, MKG, they love playing with him. He's a good leader. He's such a good teammate and unselfish. Probably sometimes too unselfish, but that's also what makes him a very good player. A lot of players are worried about their numbers or this. He's very concerned to me with the team playing well. I feel like he played at an all-star level. What did Michael Jordan told you before this negotiation? Make sure you get a deal done. Ce beau Michael Jordan tient à vous. Oui. Il vous le dit, il vous le répète. Ouais. Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Justement, c'est ce côté altruiste que j'ai. De mettre peut-être trop altruiste. Un peu trop, justement, c'est mon problème. Mais c'est de mettre vraiment l'équipe et mes coéquipiers en avant ma personne, en fait. Ouais. Et ça, c'est ce qu'il appréciait chez moi. Quand vous dites c'est mon problème d'être parfois trop altruiste, c'est une chose sur laquelle vous travaillez? J'essaie, ouais. C'est vraiment de bosser là-dessus, surtout cet été, c'est de changer cette mentalité, justement, car... Maintenant, je poste pour moi.
De temps en temps, il faut. C'est la telle mentalité que les Américains ont. Eux, c'est sans problème, c'est intégré depuis qu'ils sont gamins. Moi, j'ai Vous êtes trop français, en fait. Peut-être, ouais. Aïe, aïe, aïe. Trop Boris Dio, ouais. Le président. Mais c'est vrai que pour avoir passé un peu de temps avec Nicolas et dans l'environnement de Charlotte pour ce documentaire, on sent vraiment qu'il y a un engouement autour de Nico, c'est-à-dire que c'est unanime. Les joueurs, ils disent à leur coach, quand Nico est sur le terrain, on veut jouer, on veut être sur le terrain parce qu'on sait que lui, il va nous rendre meilleurs, comme ce qu'il vient de dire. Également, les dirigeants, en fait, tout le monde sait ce que Nico peut apporter. Et c'est vrai que quand on voit les stats et quand on voit de quoi Nico peut être capable, on se dit, on a envie qu'il joue un petit peu plus pour lui. Et c'est ce que disait son agent Bounandia. Il dit, Nico, il nous fait chier parce que c'est le joueur. Il le dit comme ça. Oui, il le dit comme ça, clairement. Il le dit, Nico nous fait chier parce que c'est le joueur, il a toujours un quasi triple-double, mais il s'en fout. Des fois, il y a un match, il lui reste un rebond, une passe, il lui reste 12 minutes à jouer, il s'en fout, il va pas aller la chercher, en fait. Ouais. Alors qu'il pourrait, et c'est ce que tu disais, Nico, c'est que c'est peut-être mentalement à devenir un peu plus ricain, finalement. Ouais, c'est ça. Et on en vient à la saison de Charlotte à présent, des Hornets qui avaient vraiment très très bien débuté la saison, on en avait parlé sur ce plateau, mais qui ont connu un vrai trou d'air en janvier-février. Ouais, on rappelle que l'an dernier, ils étaient 3e ex-aequo, c'était une magnifique saison pour les Hornets. Cette saison super bien partie. Et il s'est passé quelque chose, on va dire, à Noël, avec la trêve, parce que regardez, de octobre à décembre, vous êtes à 56% de victoire, vous êtes bien dans le top 8 facilement et tout. Et en janvier, on a l'impression que tout s'écroule parce que vous passez à 35% de victoire, énormément de défaites. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là finalement? Après, je ne vais pas mettre mon salaire d'excuses, mais je pense que c'est aussi une des grosses raisons. C'est on a connu quelques gros pépins physiques. Beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures, surtout au secteur intérieur. Ça a beaucoup coûté. Cody Zeller. Parce qu'on a, nous, voilà, surtout Cody a, je crois, loupé quasiment 25 matchs. Et le pivot des Hornets. Exactement. Il a loupé 25 matchs, Cody, donc ça a beaucoup coûté. Puis il y a eu le trade de Spencer Roy-Hibbert pour Miles Plumlee, mais dès que Miles Plumlee arrive, il se blesse dès le premier match. Donc après, on a fait 3 ou 4 semaines sans poste 5. On mettait Frank Kamiński en poste 5, Marvin, on fait la rotation, puis on bricolait. Donc cette période-là, on a vraiment galéré. Ouais. François, quel regard vous portez-vous sur les déboires et la saison des Hornets? Comme le dit Nico, ça ne tient à rien. Des fois, ça se joue à rien. On a vu faut faire l'analogie. Ça peut être en haut ou en bas, finalement. Ça peut aller très vite. Une blessure, un trade, on n'est toujours qu'à un trade ou une blessure away, j'allais dire. Soit de grimper, soit de dégringoler, parce que soit l'alchimie va se dérégler, donc c'est effectivement, c'est décevant pour nous qui voyons au final du potentiel dans cette équipe de Charlotte, et puis on se dit qu'il rate le coche. Maintenant, quand on a les directives en interne et qu'on sait un peu plus comment ça s'est passé, on comprend peut-être mieux. Comment le groupe le vit? C'est-à-dire que vous êtes euphorique pendant une saison, l'année d'après c'est la dégringolade. Pendant une saison et demie, tout à fait. Est-ce qu'il y a un moment où le groupe a failli imploser? Pas forcément, pas du tout même, parce que les défaites qu'on a dans ces périodes-là, je crois qu'on en a 18 de moins de 5 points. Donc c'est pas des trucs où on se prend vraiment des tôles et on est largué. Ouais, mais c'est hyper frustrant. C'est très frustrant, justement, c'est pire. C'est frustrant parce que c'est juste des détails. Donc on sait qu'on n'est pas largué. Si on est largué 20 points, c'est 30 points, on sait qu'on est nul. Et là, ça veut partir vraiment en cacahuète. Mais quand tu prends le père sur des détails, on sait qu'on n'est pas loin. Justement, on n'a jamais lâché ça. Et on sait que l'année prochaine, on aura quasiment le même groupe et qu'on sera en bonne santé. Là, moi, j'ai repris l'entraînement. La séance est finie le 12 avril. Le 25, j'étais à la salle. Les 3/4 étaient déjà là, l'équipe. Donc, on est tous en mission. Voilà, on sait ce qu'on va faire. Tout le monde tire dans le même sens. Exactement. Parce que justement, il y a eu ce début de saison canon et la frustration consécutive parce que vous finissez 11e. Donc, il y a un truc à faire. C'est ça. Oui, il y a un truc à faire parce que il y a perdre des matchs, la façon de perdre des matchs. Et nous, on était là quasiment à chaque fois contre des grosses équipes. Donc, on sait qu'on est une bonne équipe. Ce sera à nous de le prouver maintenant, de le reprouver l'année prochaine. Michael Jordan, il vous dit quoi dans les moments compliqués? Il est solidaire ou vous mettez des petits coups de pression? Il est avec nous justement parce qu'il nous a parlé une fois après une défaite très très difficile et il nous dit tout le monde pense que j'ai été grand, mais pendant 7 ans, 8 ans, j'ai galéré. J'ai été sweepé au premier tour, il a connu des gros... On s'en rappelle pas, mais il a passé par des moments très, très, très difficiles. Il s'est servi de ça pour se construire et augmenter et réunir ses coéquipiers et grimper. C'est surtout ça qu'il nous dit.
De calmer d'avoir ce genre d'anecdote, effectivement, dans le vestiaire. On parle de votre rapport à l'Afrique à présent. Il y a un nouvel Africa Game qui se profile à l'horizon. Cet été est toujours à Johannesburg. Le 5 août à Johannesburg. Et vous aviez participé à celui de 2015. Est-ce que ça reste un bon souvenir pour vous? C'était génial. C'était génial. C'était génial. Également à Johannesburg. Hein. C'était assez historique, voilà, et un honneur de faire partie du premier match, justement, en Afrique. Et de faire partie de ça, d'être dans le 5 départ même, d'être à l'entre-deux. J'ai la photo chez moi de l'entre-deux, justement. Et il y a le drapeau du Cameroun sous le nom de Nico. C'est la première fois, en fait, que je suis en équipe de France, que je pouvais représenter un peu le Cameroun, autre que la France. Donc c'était assez important pour moi. Et c'est tout ce qu'il y avait autour, moi, pour vous avoir côtoyé pendant tout l'événement. Tout ce qu'il y a autour, c'était aussi super. Je me souviens de vous dans l'orphelinat. Exactement, c'est des moments forts aussi. On a connu, c'était une belle expérience que l'AMI a mis en place et je sais que ça va durer très très longtemps. Et là, j'imagine qu'avec la grosse préparation que vous avez débutée pour la saison prochaine, ça va être compliqué de faire le match 2 ? Ils m'ont proposé, mais après ils ont voulu prendre aussi d'autres joueurs. Donc moi, je suis plus dans l'édition 2018. Je sais pas, je ne peux pas révéler où c'est, je sais où c'est, mais je serai dedans. Vous avez l'info. Ouais, j'ai l'info. A priori, c'est parti pour être dans un autre pays africain, parce que c'est la demande de tout le monde. C'est que Johannesburg, c'est bien, mais voilà, on a envie de le faire au Sénégal, au Cameroun, en RDC et tous les autres pays, on va dire, d'Afrique francophone. C'est pas un de ceux que Non, je sais, j'ai l'info. Mais moi j'ai donné mon accord pour le 2018. Pour 2018, intéressant. On va écouter le Camerounais Joel Embiid, l'une des révélations de la saison avec les Sixers. Donc Camerounais, on l'a dit, il revient sur l'importance de cette Africa Game pour le continent. Je crois que c'est grand. Spécialement pour le continent africain, d'avoir un match de NBA là-bas. Et puis, je crois que ça sera bien pour le continent. Je crois qu'on a beaucoup de programmes à faire. Je suis aux États-Unis, ça fait, je crois, 5 ou 6 ans. Et de voir comment ils évoluent là-bas et comment ça se passe dans cet mois, et puis à tous les gars qui viennent d'Afrique de revenir et de montrer aux autres Africains comment ça se passe pour qu'ils évoluent et puis ils viennent nous retrouver là-bas. Et puis je vous rappelle que juste après cette émission, c'est Gorgui Dieng que vous pourrez écouter cette fois. Le Sénégalais de Minnesota a répondu à vos questions, Youssef, pour une nouvelle édition de Droit dans les yeux, dont voici un extrait. Gorgui Dieng qui évoque son camp de basket au Sénégal. Alors voilà ce qu'on fait. À partir de décembre, on travaille sur l'organisation du camp. On organise des réunions, on va partout au Sénégal, trouver des gamins par-ci, par-là. Moi, je ne veux pas rester simplement avec 20 gamins qui viennent tous de Dakar ou qui viennent tous de Kébémer. Je veux voir des jeunes qui viennent de partout au Sénégal, 2 d'ici, 3 de là-bas. Je veux qu'ils viennent avec leur coach aussi. Pendant 3 jours, je les rassemble chez moi. Je les nourris, je leur donne des vêtements, je leur donne des chaussures et toutes les choses dont ils pourraient avoir besoin. Lorsqu'ils partent, on leur donne des équipements pour jouer au basket. À mon avis, c'est la meilleure manière de faire passer un message. Lorsqu'ils viennent, ils sont très enthousiastes. Je peux leur livrer mon message. Et les images sont assez épatantes. Il a l'air de bien fonctionner, ce camp. Ouais, c'est un camp qui fonctionne très bien. Il est depuis de nombreuses années maintenant, Gorgui Dieng. Ce qui est intéressant dans toute l'évolution de l'interview, c'est qu'il nous parle de lui gamin, les difficultés qu'il a eues, comment il en est arrivé au basket, jusqu'à sa relation avec Kevin Garnett notamment. Donc c'est un vrai beau parcours. Et c'est l'un des joueurs NBA qui s'implique le plus sur le continent. Avec notamment cette année, il a envoyé $500 000, $1,5 million de matériel. C'est pas de l'argent, c'est du matériel médical, c'est des denrées alimentaires pour les plus nécessiteux. Donc des containers entiers sont arrivés des États-Unis. Donc vraie belle histoire et belles initiatives de Gorgui Dieng. Et puis on rappelle que Sylvie, votre maman, a créé une association au Sénégal depuis de nombreuses années. Une association qui s'appelle Mama désormais. Rappelez-nous quel est son but ? C'est d'aider des associations déjà sur place, donc d'amener des fonds et des aides pour la construction surtout de murs d'écoles ou d'hôpitaux ou de centres médicaux. Parce que souvent c'est en plein air, donc vraiment de rénover, de moderniser plein de bâtiments de la sorte pour aider la communauté. Ouais.
Et ça avance bien, il y a des résultats très concrets. Ça avance. On a déjà fait une petite dizaine d'écoles, on a fait une sorte de grande bibliothèque, on a fait un centre scolaire. Tout ça au Sénégal ? Tout ça au Sénégal, oui, pour l'instant. Belle histoire. On s'approche de la fin de cette édition. Voici l'heure du Top 10, messieurs, avec cette semaine les 10 plus belles actions de ces satanés Warriors de Golden State pendant les playoffs. Here comes Draymond Green. Green lobs it up and Iguodala throws it down. Beautiful pass from Draymond Green. Just such a great player in the middle of the floor. Curry hesitates, drives, layup, it's good, and a foul. A little stutter move and hesitation, and a chance for a three-point play. Good part of that, you got to give the Warriors the Meanwhile, James has been to the free throw line 8 times already here in the first. Curry's got Tristan Thompson on him. Fakes, drives, layup, oh, it's good, off the glass. Goes at Iguodala, gets in the paint, trying to spin and lost it. Iguodala pushing, goes all the way and throws it down. Spectacular job of attacking the best player in the world. My goodness. Thompson, that's going to be, no, Lillard won't let it be a backcourt. Finds Vonleh, blocked by Green. Oh, what a block from Draymond Green. Curry, Thompson for three. Incredible opportunity. Durant for three. It's good. Kevin Durant from downtown. And Golden State takes the lead. This is game one, Western Conference semifinals. As Curry does his magic, gets back over and scores. We've got Curry Rudy was outside of his comfort level right before he had Steph Curry. He's missed 3 in a row. Mike, that 2 hands is supposed to be called. That's Curry with a beautiful finish. He was fouled as well. Well, you might be able to say they're letting him play early. Is Draymond Green. Curry, the stutter dribble, fakes. Pass deflected by Murray. Pushes it ahead. DeJounte Murray goes inside. Left-handed. Blocked by Durant. Back out, Patty Mills. Short. Murray trying to corral the rebound. Et on s'approche de la fin de cette édition. J'ai juste une petite information dans mon oreillette, Nicolas Batum. Il paraît que vous aussi, vous avez des projets de fondation, pourquoi pas, pour aider les enfants handicapés au Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un énorme projet en cours, ouais. Ouais. Une relation entre États-Unis, France, Cameroun, ouais. Ouais. Et vraiment pour s'occuper des enfants handicapés? Ouais, l'handisport. L'handisport, amener entre le handisport et les enfants handicapés, ouais. Et dans le même ordre d'idées, être ambassadeur pour les Jeux paralympiques, ce serait aussi un joli projet? Aussi, ouais. C'est en cours aussi. C'est en cours aussi. Ça va, on a des infos, J'ai des bonnes informations dans mon oreillette. Bien informé. Merci à Jérôme Ménet et à toutes ses équipes, évidemment. C'est donc la fin de cette 34e et dernière édition, fin de la saison de NBA qui a été magnifique. Merci beaucoup, messieurs, pour votre expertise. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes nos équipes tout au long de cette saison formidable. Jérôme Ménat, aujourd'hui à l'édition, mais aussi Alexandre Piguet et Yann Roche. Et puis Laurent Hardy et Michael Thomas à la réalisation. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, fin octobre prochain, c'est ça? Peut-être mi-octobre si la saison est avancée. Peut-être mi-octobre si la saison est avancée. Mais de toute façon, souvenez-vous. Basketball never stops. Le basket ne s'arrête jamais, ça continue tout le temps, si on est des vrais fans. Attention. Mais tout à fait, Youssef Ouliassia, merci beaucoup. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée sur Canal+ Sport. Salut. All
au prochain roi d'Angleterre. Longue vie à la reine. La soif du pouvoir, c'est héréditaire.